The Ethics of Artificial Intelligence. Sorbonne Summer University 2023. Michael Pook. Je dis encore un mot sur l'extraordinaire et l'histoire du travail et du remplacement du travail, c'est-à-dire en fait des problèmes économiques et politiques. C'est dans l'étape suivante, où vous pourrez intervenir tant que vous voulez, sur l'ordinaire. Je termine sur l'extraordinaire en vous renvoyant à deux livres. Le premier, vous avez le titre en anglais de O'Neill. C'est une femme qui faisait des mathématiques financières et qui après a dénoncé. Il y a un très joli jeu de mots en anglais, Weapons of Math Destruction. Ça veut dire des armes de destruction massive. En français, ça marche pas très bien, mais c'est traduit en français. Et je commence par ce livre-là. C'est sur une notion qui nous manque. J'ai dit, parce que vous n'étiez pas là, je finis sur l'extraordinaire, et après c'est sur l'ordinaire qu'on va parler du travail. Et on aura le temps d'en parler. Et du remplacement du travail, et donc des problèmes économiques et politiques. Voilà. On aura le temps d'en parler. Mais avant, je veux finir là-dessus. La notion importante, dans le premier de ces livres, ce sont des livres très critiques, mais de gens très compétents. C'est la notion de data. C'est bien de dire data, les données massives et l'apprentissage. Et c'est le secret des IA. C'est apprendre à partir de données massives. Et je vous l'avais déjà dit, si vous m'envoyez un mail, je vous envoie le texte avec toutes les références, et si vous voulez d'autres références. Alors, elle étudie, pas elle, mais à partir de son livre, on peut mieux comprendre sur des cas concrets les limites que vous aviez trouvées tout seul tout à l'heure, où il faut s'arrêter parce que les gens n'acceptent plus. C'est le cas dans ce qu'on appelait en français la domotique. À une époque, domus, c'est la maison. Ça veut dire l'électronique de la maison. Quand vous arrivez, ça vous reconnaît avec de la reconnaissance faciale. Ça vous ouvre la porte. Ça dit bonjour Michel. Ça met la température à la pièce qu'il faut, etc., etc. Ça met en route la machine à café. Bon. La domotique, le soir, ça ferme les volets tout seul. Automatiser la maison. Mais ça n'a pas bien marché, ça. On était sûr que ça allait marcher. Et les dernières tentatives avec Alexa, par exemple, ou des choses comme ça marche pas très bien. Et elle explique un peu pourquoi. C'est à cause du besoin de vie privée. Alors en français, vie privée, je suis désolé, ça ne correspond pas bien à l'anglais privacy. Il y a une notion mieux, ce serait la notion, je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû, de intimité. Nous avons besoin de protéger notre intimité. Plusieurs fois, j'ai dit quelque chose de stupide. J'ai dit, je veux que Google Maps me dise où je suis, mais je ne veux pas qu'il le sache. Mais on peut aussi dire, je ne veux pas que Google Maps sache où je suis, et donc, ou bien je ne lui demande pas, ou bien je prends le téléphone de quelqu'un d'autre, ou bien je mets un système pour rendre anonyme un VPN, par exemple, un réseau privé virtuel ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil sur Internet. Je veux que Google me dise quelque chose, mais je ne veux pas que Google sache que je m'intéresse à ce sujet. C'est plus acceptable. Je peux ne pas lui donner les data. Je peux protéger mon intimité, ma privacy. Il y a un deuxième. Alors, ce premier livre déjà fait très peur. Et on avait un peu parlé à propos des jugements. Mais c'est vrai aussi dans les assurances. C'est vrai aussi dans les banques.
pour savoir si on prête de l'argent, combien on fait payer l'assurance de voiture de quelqu'un, plein de choses comme ça. Les IA intègrent plein de data. Si on les leur donne, et comme il y a des data massives partout, ben les IA connaissent toute votre histoire bancaire, de toutes les fois où vous avez dépensé trop d'argent ou pas, depuis votre enfance. Il y a des data massives. Et donc il faut protéger sa vie privée, parce qu'elle est détruite par les data. Et le deuxième livre fait encore plus peur. Il n'est pas traduit en français. La société Black Box, c'est des boîtes noires et des algorithmes, je traduis, qui contrôlent, c'est le mot sacré, l'argent et l'information. C'est pas des gourous et des allumés d'extrémistes, hein, c'est Harvard, hein, c'est des références académiques que je vous donne. Pasquale, qu'est-ce que c'est une boîte noire? C'est un concept qu'on utilise chez les ingénieurs et en sciences. C'est un système matériel ou pas matériel, ça peut être un calcul, où on sait ce qu'on met dedans, input, et on sait ce qui va sortir, output, mais on ne sait pas ce qui se passe dedans. L'intérieur de la boîte, il est noir. On ne peut pas voir. Ben, c'est ça qu'on a. On rentre dans l'ordinateur une phrase en français, on demande, ou une autre langue, c'est input. On demande la traduction dans une langue qu'on choisit, output. Et entre les deux, black box. C'est une boîte noire. On ne sait pas comment il fait. Et Google ne veut pas qu'on le sache. Et ça va être pareil pour beaucoup de choses. L'employé de banque, il va rentrer votre nom. En France, on a un numéro qu'on appelle de sécurité sociale. Votre numéro de passeport, par exemple, peut-être votre âge, pour vous identifier. Et après, il va presser un bouton et l'écran va lui dire « Tu ne prêtes pas d'argent à cette personne ». Ou alors l'argent va dire oui, 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 oui. L'ordinateur va dire oui, 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 oui. Tu lui prêtes beaucoup d'argent, tu prends son salaire dans notre banque, tu es gentil et tout. Et entre les deux, black box. On ne sait pas ce qu'il est allé chercher. Il est allé regarder dans les sites des impôts, de la justice, si on n'a pas été en prison, si on n'a pas fait d'escroquerie. Puis il a étudié en quelques secondes toute l'histoire de nos dépenses, qu'est-ce qu'on achète, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on est propriétaire de notre maison, etc., etc. Est-ce que nos parents sont riches, etc., etc., etc. Et vous voyez bien quel est le problème. C'est que ces algorithmes contrôlent tout. Ils ont le pouvoir. Et la conclusion, c'est qu'il y a besoin de nouveaux droits. Les droits de l'homme, on disait avant, on dit maintenant les droits humains, human rights, parce que les femmes en ont aussi. Donc c'est mieux de dire les droits humains pour human rights, des droits humains à exiger et à opposer, ça veut dire à faire respecter. Nous pouvons exiger, en Europe, on a le fameux RGPD, le règlement sur la protection on dit de la vie privée, ça veut dire de la privacy, ça veut dire des data. Les règlements, on a le droit, individuellement et comme société, de protéger son intimité. Si on ne veut pas que d'autres gens sachent des choses sur sa santé, sa vie privée, son argent, il faut garder le droit de le protéger, et ça, c'est un problème technique, politique, moral, et ça ne va pas se faire tout seul, parce que, vous avez vu, la nature même des IA, c'est qu'elles vont aller chercher toutes les données. Pour apprendre, elles vont vouloir tout savoir.
Et si on veut qu'il y ait des choses qu'elles ne peuvent pas savoir, eh bien, il faut les protéger. Et ben, vous verrez dans le livre, hein, après c'est un peu technique. On peut le protéger, en général on peut. C'est juste qu'on ne veut pas, on s'en fout. Et s'il y a des moments où on ne peut pas, eh bien, il faut refuser. Il faut exiger de pouvoir protéger sa privacy. Je termine la partie extraordinaire et on avance. Le problème, en fait, il n'y en a qu'un. C'est qu'on doit avoir une éthique de agent, ça veut dire de acteur, agency, des gens qui font des actions, qui ont des comportements et qui ne sont pas humains, d'entités actives, non humaines, qui prennent des décisions, comme des armements. On a aujourd'hui des armements autonomes. Là aussi, si vous voulez approfondir quelque chose, vous me dites, mais les armements, j'ai pas tellement envie. Il y a une littérature énorme dessus. On a des petits blindés avec des canons qui vont nettoyer, comme disent les militaires, un immeuble dans une ville où il reste des combattants. Mais il y a aussi des civils. Et le petit blindé qui sait monter les escaliers, avec une caméra, un canon, un haut-parleur, eh ben, quand il va rencontrer des gens, il va faire une analyse. Il va dire aux gens, levez les mains en l'air, posez votre arme, identifiez-vous, etc., etc. Il va le dire en anglais, bien sûr, puis dans plein d'autres langues, toutes les langues qu'on veut, puisque c'est une IA. Et puis il a d'autres outils, il a une caméra, mais il a aussi peut-être un scanner qui va voir s'il y a des parties métalliques, disant jetez tout ce que vous avez de métallique, qui peut être une arme, etc. Et il va décider s'il va tirer ou pas, en fonction des armements automatiques, on en a. Il y en a beaucoup d'armements automatiques. Simples comme celui-là, complexes comme dans la dissuasion nucléaire. Et les véhicules autonomes, les voitures autonomes, tout le monde en parle dans la presse. Mais on en parle, c'est comme les trains, quand ça ne marche pas. Quand ça marche, par exemple à San Francisco, il y a beaucoup de taxis autonomes. Ils se développent très très vite. Et ils marchent bien. Donc ça n'intéresse personne. Mais le jour où il y en a un qui écrase un enfant ou qui fait une grosse bêtise, tout le monde va en parler. Et parce que c'est ça qu'on ne veut pas accepter. Ça nous donne un argument qui nous arrange. Alors que, je commence le thème que vous avez dit du travail. Quand vous prenez un taxi, ou, les Français disent Uber, pour Uber, un VTC on dit en français, comme un taxi, et que vous avez le chauffeur, mettons, il est pakistanais, il parle un peu français et anglais, mais il a un ordinateur, un écran, Google Maps. Et il a tapé l'adresse où il a dit, mais ça c'est écrit, l'adresse que vous lui avez donnée. Il ne sait pas du tout où c'est, lui, il ne connaît pas la ville ni la rue. Et il ne fait que suivre ce que dit l'écran. À quoi il sert? Là, on a un problème avec le travail humain. Vous ferez cette expérience quand vous prendrez un taxi ou quelque chose comme ça. Vous dites, et si j'enlève l'humain, si c'est la machine, le Google qui pilote, si c'est une Google Car, une voiture, au lieu d'être juste le Google Maps, parce que le conducteur, il fait que ce que lui dit l'écran. Donc il sert un peu à rien. Et à la limite, il peut faire une bêtise, lui. Il peut regarder quelque chose, il peut avoir un malaise, etc. Il peut vouloir me faire peur, ou autre. La machine, non. Aucun sentiment. Donc, les véhicules autonomes. Qu'est-ce qui, dans les systèmes autonomes, pose un problème éthique dans l'autonomie? C'est, vous l'avez en gras sur l'écran, la prise de décision. S'il n'y a pas de décision, c'est automatique.
J'ai une machine à café, je presse expresso double, il me fait un expresso double. C'est un automatisme, il n'y a pas de décision. Si c'est un robot Android, je peux dire un café. Et comme un humain dans un café, il peut me dire oui Michel, comme d'habitude, un double expresso. Et il peut dire il m'énerve, il paye jamais, il a trop de café, c'est pas bon pour lui, je vais lui faire un café allongé à la place. Quelque chose comme ça. Parce qu'il est autonome. L'humain est autonome. Parce qu'il a une décision. Et une intelligence artificielle peut être autonome. Par exemple, on avait pris cet exemple. Le limitateur de vitesse sur une voiture, c'est limité à 110, je suis déjà à 110 et je veux aller plus vite. Moi, je décide que je veux aller plus vite. Mais la voiture, elle décide que non, je ne vais pas aller plus vite. Et je veux démarrer, mais je n'ai pas mis ma ceinture. Et la voiture, elle décide que non, je ne démarre pas. Je pourrai démarrer quand j'aurai mis ma ceinture. Quelque chose comme ça. On l'a vu déjà. La prise de décision donne de l'autonomie. On appelle ça le jugement chez les humains. L'exemple des pilotages d'avions, de voitures, d'armes, quand c'est qu'elles tirent ou pas. Ça va, et regardez la contravention routière. Les radars sur le bord des routes qui prennent une photo, alors on a ça dans beaucoup de pays. Quand la voiture va trop vite, clic, le radar prend tout seul une photo. L'intelligence artificielle, il y en a une, analyse la plaque de la voiture. Elle lit la plaque minéralogique de la voiture. Et elle remonte au fichier, à la préfecture, et au propriétaire de la voiture. Et actuellement, elle envoie une contravention en papier pour faire payer une amende au conducteur de la voiture. Et elle décide rien. Et dans peu de temps, elle ira directement sur le compte bancaire prendre l'argent. Bon. Alors que le gendarme, le policier, il voit qu'on va trop vite, ou bien il le voit, ou qu'on est dans un sens interdit. Mais lui, il a une décision. Alors on peut dire, c'est très bien, c'est pas sûr. Que par exemple, le gendarme, il peut dire, ah ben lui, je l'aime pas. Il a une couleur de peau que j'aime pas les gens de cette race. Je l'arrête et je le contrôle. Il va un peu trop vite, mais tant pis. Alors que la voiture suivante, ah ben ça c'est une jolie jeune fille, je lui fais un sourire, elle va trop vite, elle fait n'importe quoi, mais je fais un sourire et je la laisse passer. Parce qu'elle peut être très dangereuse et tuer quelqu'un. Est-ce que on veut déléguer ou pas l'autonomie de l'humain? Est-ce qu'on veut qu'il la garde ou est-ce qu'on veut la déléguer? Le jugement de l'humain. Eh bien, on a déjà un peu parlé, mais aujourd'hui je veux une conclusion. En fait, on ne veut pas. Les radars, on ne veut pas. Réfléchissez à ça. Dans les villes, il y a des caméras partout, de vidéosurveillance. On les a acceptées. C'est acceptable. Ça sert. Ça a servi à trouver des terroristes, des criminels, des enfants perdus. C'est pour ça que c'est accepté. Ça sert un peu aussi à la police à surveiller les manifestations. Mais on l'accepte un peu aussi. Mais imaginez que ces caméras, elles surveillent toutes les voitures. Elles ne font pas ça. Et que dès qu'avec sa voiture, on fait quelque chose qu'il ne faut pas, on passe, si vous êtes italien, on passe à un feu qui est un peu rouge, ou on accélère pour passer avant un piéton, ou on double un vélo en étant trop près de lui. Si les caméras, automatiquement,
Prenez une photo et envoyez, en fait, une amende en allant directement prendre l'argent sur le compte bancaire et enlever des points. En France, on a un permis de conduire avec des points. On peut diminuer ces points. Eh bien, on ne voudrait pas. On aurait trop peur, ça fait peur. On ne veut pas ça. On veut pouvoir faire, nous, les humains, plein de petites choses discrètes, illégales, tricher un peu, oublier un peu d'impôts. Mais si c'est les ordinateurs qui s'occupent des impôts, ils ne vont rien oublier. Rouler un peu trop vite, accélérer pour passer au feu alors qu'on aurait dû s'arrêter. Mais si c'est les IA qui surveillent, elles vont être infaillibles. Infaillibles, ça veut dire elles ne peuvent pas se tromper, aucune erreur. Et implacable, ça veut dire elle ne peut pas pardonner. Elle va tout punir. Tout surveiller, tout punir. Et nous les humains, on ne veut pas ça. On veut une certaine quantité d'incertitude et d'indétermination. Là, il y a une grosse différence. C'est que les IA, elles veulent et elles peuvent avoir toutes les datas. Alors que nous, les humains, nous ne voulons pas tout savoir. Par exemple, avant de rencontrer quelqu'un, si on veut, et c'est bien, on ne regarde pas sur Google qu'est-ce qu'il ou elle fait. On respecte un peu sa vie privée. Comme ça, il ou elle pourra dire ce qu'elle veut ou pas. Et puis, normalement, on ne demande pas comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas son âge, son poids, combien il gagne, surtout en Europe, on ne parle pas de ça. Parce que on n'a pas besoin d'avoir toutes les datas. C'est humain de ne pas avoir toutes les datas. On ne veut pas d'un système qui, dès qu'on rentre dans un magasin, vous avez ça dans la science-fiction, je vous donnerai des références. Le magasin, et peut-être le vendeur avec son oreillette, sait combien d'argent on gagne par mois, combien chaque mois on dépense en vêtements, combien il nous reste aujourd'hui à la banque, etc., etc. Et va nous traiter d'une manière différente. Ça, on ne le veut pas. Donc, conclusion, on ne veut pas des IA trop intelligentes, parce qu'elles seraient infaillibles et implacables. Elles seraient, je termine par le mot du cours, trop extraordinaires. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est sur l'ordinaire et ça marche, ça va être plus facile pour vous de parler. On avait déjà parlé de conscience et du buzz, j'y reviens pas. Et je vous avais déjà donné, mais maintenant vous l'avez à l'écrit, la référence du livre de Daniel Dennett qui s'appelle Kinds of Minds. En français, la diversité des esprits, où il parle des animaux, mais on peut parler aussi des IA. Mais en fait, entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les cultivés et les ignorants, les occidentaux et les non-occidentaux, il y a une grande diversité des esprits. Ce sont des kinds of minds très différents. Et c'est pour ça que c'est bien d'échanger, de partager, de faire des choses ensemble. Donc, pourquoi ce serait pas bien? Alors, première raison, la même sujet, l'autonomie. Parce que si les IA sont une autre sorte d'esprit que nous, elles ne vont pas décider comme les humains. Elles auront
une autonomie de décision. Alors là, il y a deux familles de cultures. C'est ce que j'appelle spiritualiste, c'est-à-dire qui croient qu'il y a un esprit, une âme, peut-être c'est Dieu qui l'a mis, je ne sais pas, et dans ce cas-là, qu'une machine puisse être autonome, ou c'est impossible, ou ça fait très peur, ou, on l'a déjà vu, c'est un péché, c'est coupable, et on va être puni. Mais, pour une autre culture, matérialiste, qui a une définition fonctionnelle de l'esprit, l'autonomie d'un système, ben c'est bien. Si on en a besoin, par exemple, un réfrigérateur, le fridge, il est autonome, il marche tout seul. Quand il se réchauffe, il met en marche le moteur, tout seul. Et quand il fait froid, il arrête le moteur. Un chauffage central, le chauffage avec une chaudière et des radiateurs, il est autonome s'il y a des thermomètres dans la pièce. Quand il fait assez chaud, la chaudière s'arrête, et quand il fait froid, la chaudière démarre. Alors que le feu de bois, quand on a froid, il faut rajouter du bois. Quand on a trop chaud, ben, il n'y a rien à faire. C'est assez bien, les systèmes autonomes en soi, qui décident tout seuls ce qu'ils font d'un point de vue matérialiste. Mais moralement, alors si on veut moralement, le chauffage central ou la climatisation est responsable moralement, mais ça ne veut rien dire, de la température qu'il fait. Parce qu'en général, il y a un bouton et on peut régler ce bouton. Donc il y a un agent humain. Mais à la limite, on peut dire quelqu'un d'un peu stupide. Il a chaud. Il arrive à l'hôtel. C'est climatisé. Il règle la climatisation sur 18. C'est froid. 18 degrés Celsius. Et il va se coucher pour dormir. Et la nuit, il a froid. Parce que la climatisation, elle est autonome. Elle doit faire 18. Même si dehors, il fait très chaud. Et le matin, il est malade. Est-ce que l'humain peut engueuler, gronder la climatisation parce qu'elle est autonome? Mais non. Elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Elle n'est pas responsable. C'est l'humain qui l'a réglée sur 18. Il n'avait qu'à pas la régler sur 18. Il n'avait qu'à réfléchir. Donc, les systèmes autonomes, c'est pas parce qu'ils sont autonomes qu'ils seraient moralement responsables, ce serait, étape suivante, parce qu'ils auraient une conscience. C'est vrai, la climatisation, elle n'a pas conscience. Elle se rend compte de rien. C'est une machine. Est-ce que avoir une conscience, ça suffit à donner une valeur, pas humaine pour les non-humains, mais morale ou éthique? Réponse, non. Exemple, les animaux. Les animaux, ils sont conscients. Les vaches, les cochons, ils sont très conscients. Un cochon, c'est même très intelligent, plus intelligent qu'un chien. Et pourtant, comment on les tue? Comment on les traite? Comment on les enferme toute la journée? Ben, comme s'ils n'avaient aucune valeur. On les traite comme des machines. Et pourtant, ils sont conscients. Ligne suivante. Nous, les humains, devant les extraterrestres de tout à l'heure, plus puissants que nous,
ou devant des IA plus puissantes que nous, est-ce qu'on pourrait dire « Eh, ne nous faites pas de mal, on est conscient, on est responsable, on a conscience, c'est pour ça qu'on a de la valeur ». Ben, ils nous répondraient, ils font ça en science-fiction. Les extraterrestres, ils nous disent « Regardez comment vous traitez les animaux, mais nous, on va vous traiter pareil. On va vous tuer tous si vous nous gênez, comme vous faites pour les insectes, ou on va vous manger si on a besoin, comme vous faites pour beaucoup d'animaux qui vous ressemblent beaucoup. » Le fait d'être conscient ne suffit pas à donner une valeur. Donc, ce que dit un auteur, je vous ai mis son nom, Stuart Russell, je vous donne son livre, vous le trouvez tout seul, ou je vous transmets son livre en numérique si vous me demandez, c'est un peu difficile à lire. Si nous ne voulons pas ça, ne créons pas des IA plus puissantes que nous, parce qu'elles ne nous respecteront pas du fait que nous, les humains, nous avons une conscience, ou que nous sommes autonomes, ou que nous sommes capables de jugement, ou si vous voulez, j'évite le mot, que nous sommes libres. Bon. Pas plus que nous respectons les animaux. Donc, le problème, c'est humain, non humain, et quel pouvoir, comme d'habitude, on donne au non-humain. Maintenant, je relis entre ordinaire et extraordinaire. Je l'ai déjà dit. Google, Wikipédia, ChatGPT, ils utilisent, je vous donne la parole dans un instant, ils utilisent des humains. Si Google répond, c'est parce que quelqu'un a fait un site un jour où il y avait la réponse. Et si ChatGPT répond, c'est parce qu'elle est allée chercher la réponse qui a été donnée quelque part par un humain. Donc ce qui marche sur Google, sur Internet, sur Wikipédia, sur ChatGPT, c'est pas des machines toutes seules. C'est ce qu'on appelle un réseau d'humains et de machines. Un réseau d'humains et de non-humains. Aujourd'hui, ce qui est intelligent, c'est les humains avec leurs ordinateurs, avec leurs livres, avec leurs machines à calculer. C'est pas les machines toutes seules, ni même les humains tout seuls. Ils ont besoin de ces annexes. Je finis la diapo, je vous donne la parole. Donc, il y a une collaboration entre les deux, même s'il y a des machines extraordinaires, dans un sens. Elles s'appuient sur les réseaux d'humains et de non-humains et des humains comme nous, ordinaires, et d'autre part, les humains comme nous, ordinaires, ceux qui font de la vraie peinture, de la vraie musique, des vrais textes, ils servent à alimenter le réseau d'humains et de non-humains, les bibliothèques, Internet, et à terme, les IA. L'entité globale, c'est l'humain et les non-humains, l'ordinaire et l'extraordinaire, et il ne faut pas valoriser que du côté de l'humain. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, la volonté, d'accord. Alors, volonté comme liberté, c'est encore plus que conscience. Déjà, nous, sur les humains, on n'a pas une idée très claire de notre volonté. Le fumeur, il va dire, je ne veux pas fumer, mais je fume quand même.
c'est pas très clair. Chez un humain, ce que veut dire la volonté. Et chez un non-humain, ben c'est inutilisable. C'est inutilisable. Le chien ou le requin, il mord, mais ça ne sert à rien de dire il veut, il a mordu parce qu'il a voulu. C'est les humains qui, à la limite, veulent, et déjà, on ne sait pas trop. Donc vouloir, c'est beaucoup trop humain, et on va dire, les machines, les IA, n'en ont pas besoin. Elles n'en ont pas besoin. On peut projeter dessus. Par exemple, je donne un exemple. Vous jouez aux échecs. La machine a gagné. Est-ce qu'elle est contente d'avoir gagné? Elle n'a pas besoin de ça. Elle fait des calculs, elle a gagné. C'est son but. Si vous voulez dire, vous pouvez vous énerver et dire tu es content, tu m'as battu. Mais vouloir, c'est pareil. L'armement qui va tirer, le problème, c'est pas qu'il aura voulu tirer, c'est qu'il aura appliqué un calcul dont le résultat était shoot, tirer. Et ça sert à rien de dire qu'il a voulu. C'est les humains qui veulent. Donc c'est pas applicable à du non-humain. Un peu comme la conscience. On peut si on veut. C'est une image. Mais les IA n'en ont pas besoin de ça. Alors, mon objectif, c'est de ne pas répondre à cette question, de vous laisser réfléchir, de dire est-ce qu'on a de bonnes raisons pour dire que l'humain, c'est complètement différent des animaux et complètement différent des IA. Et pour notre cours, est-ce qu'on a de bonnes raisons de dire que les IA, c'est complètement différent des humains? Et là où on en est, on a avancé, on arrive un peu à la fin là, c'est de dire qu'il ne faut pas isoler IA. Ce qui existe, c'est les chaînes. Moi, j'écris des choses, je les mets sur Internet, d'autres gens vont les lire et écrire d'autres choses qu'ils mettront sur Internet, et globalement, les humains sont de plus en plus savants et intelligents, et Internet et les IA sont de plus en plus savants et intelligents, et cette totalité a de la valeur. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas les humains biologiques qui se retrouveraient tout nus dans la nature, c'est les humains avec leur bibliothèque, avec leurs bâtiments, avec leurs ordinateurs. On est d'accord? C'est ça qui a de la valeur. C'est pas l'humain biologique. C'est que dans les systèmes des religions ou des choses comme ça qu'on est tout nu au paradis. Qu'il y a l'humain avec sa biologie qui a de la valeur et tout le reste, rien du tout. On ne peut pas séparer ça. Nous, les humains, nous avons les vêtements, les lunettes, les ordinateurs, les bâtiments, etc., etc., etc. Bon. Donc, j'en viens au problème du remplacement. Pour les humains, c'est raciste. Mais est-ce que, globalement, c'est pas ce qu'on dit des IA? Déjà, au niveau du pouvoir, quand on a délégué la décision à des non-humains, on a fabriqué de la technocratie. On a donné le pouvoir à des experts. Si on a des IA qui sont encore plus expertes, par exemple le pouvoir économique, on l'a délégué à des économistes.
Et est-ce que tous les autres pouvoirs, notamment la suite du pouvoir économique, on va le déléguer à des non-humains, étant donné que le choix de déléguer à des experts, on l'a déjà fait. Si on fabrique des super experts non-humains, est-ce qu'on va leur déléguer le pouvoir? C'est ça les extraterrestres dans Liu Cixin et beaucoup de romans. Comme ils sont plus intelligents que nous, eh ben on leur donne le pouvoir pour notre bien. Mais ça peut poser des problèmes. Comparons, pour revenir aux bases qu'on a déjà. Ce qu'il y a partout dans la presse, les fameux robots tueurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont quelque chose de extraordinaire, même si on en a déjà et qui marchent très bien. Avec les mines antipersonnelles qu'on fabrique depuis longtemps, ou on en a parlé la semaine dernière, les bombes à sous-munitions qu'on fabrique et qu'on utilise en Europe, et qu'on a énormément utilisé en Asie. Il y en a plein, au Laos, au Cambodge, des mines et des sous-munitions. Et ce sont des enfants ou des agriculteurs qui les font exploser. Parce qu'ils sont autonomes, ces armements, et stupides. Beaucoup plus stupides que le robot tueur, qui n'ira pas tuer un agriculteur dans son champ, ni un enfant qui croit que c'est un jour. Évidemment. Il y a une différence. C'est que les vrais robots tueurs, il n'y en a pas beaucoup. On ne les a pas déployés. Donc c'est facile de les condamner. Mais les mines et les armes à sous-munitions, il y en a beaucoup. On en fabrique beaucoup. On les utilise beaucoup. Et là, c'est gênant de les critiquer. Voilà pourquoi, c'est mon bilan. Il faut faire attention que, en nous préparant à nous méfier d'un extraordinaire qui n'existe pas ou pas beaucoup, nous ne fassions pas attention aux choses ordinaires qui existent, au mal ordinaire. La banalité du mal, c'est une idée de Hannah Arendt. Et bien, dans le numérique, il y a une banalité du mal qui peut être dans Google, dans les téléphones qui nous suivent, etc. Et on n'y fait pas attention parce que c'est ordinaire. Et j'aime bien le dire en une formule, on a peur du Big Brother, le super ordinateur, comme dans le livre de Orwell, qui va nous surveiller. Il n'y a pas de Big Brother. Il y a plein de petites Little Sisters, des petites sœurs, qui sont en fait des Little Helpers, qui nous aident. Il y a plein de petits aides partout, dans la climatisation, dans l'ordinateur, dans le téléphone, dans les transports, dans les villes, dans les caméras, partout. Il y a plein de petites choses qui sont là pour nous aider, dans les aéroports, dans les... etc. etc. On s'en méfie pas, parce qu'elles sont ordinaires. Et justement, c'est à elles qu'il faudrait faire attention. Vous voulez dire quelque chose? Ok. Ce que vous dites, c'est pas dirigé contre vous, mais on discute. C'est très joli et c'est très gentil pour nous les humains. Il y a un problème, c'est qu'à mon avis, c'est faux. Les soldats qui tuent et violent les petites filles, c'est les soldats humains, russes en ce moment. Et les robots font pas ça. Les robots, ils font ce qu'on leur a dit de dire, de faire. S'ils sont stupides comme des mines, ils explosent, bien sûr. Mais les robots, justement, le problème de remplacer les combattants humains par des robots, c'est qu'ils vont beaucoup moins tirer, beaucoup moins faire de pertes humaines. Parce qu'un robot,
il n'a pas peur. S'il est détruit, ben il est détruit, ça ne lui fait rien. Il n'a pas de conscience, et c'est une force. Il n'a pas mangé ni pas bu depuis 3 jours. Il n'a pas eu son copain qui a été tué la semaine dernière. Il ne déteste pas l'adversaire. Il n'a aucun sentiment. Il identifie un uniforme. Est-ce qu'il porte une arme? Est-ce qu'il l'a posée quand je lui dis de la poser? Non, je tire. Pas d'uniforme, petite taille, pas d'arme, je tire pas. Et je dis, dans la langue locale, sortez de cet immeuble, vous êtes en danger. Ça, une machine va le faire mieux que les humains. Comme surveiller la circulation, comme plein de choses. Probablement piloter les avions. Si vous avez fait des jeux où il y a des avions de guerre, quand vous avez plein de missiles qui arrivent dessus, vous n'allez pas tirer dessus un à un. Vous allez déclencher un truc automatique. Voilà. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Les robots qui opèrent, ils n'ont pas de... justement. Alors ça, il y a même des nouvelles de Isaac Asimov sur les robots. Les robots qui opèrent, ils n'ont pas de sentiments. Et ça a aussi des avantages. Ils ne sont jamais fatigués. Quand quelque chose ne va pas, ils le disent. Ils font attention, etc., etc. Mais ça a aussi des défauts. C'est-à-dire, tout ce qui n'a pas été pris comme paramètre, eh bien, ils ne le voient pas. On peut imaginer des éléments complètement extérieurs, un tremblement de terre ou autre, bon, quelque chose comme ça. Bon. Et donc il faut chaque fois peser qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer à du non-humain, et ça n'est pas mal de déléguer à du non-humain. Il y a des choses qu'il va faire mieux, et il y a d'autres choses qu'on ne veut pas déléguer à du non-humain. Exactement ça. En médecine, les robots qui opèrent, ça va être exactement ça. Autre chose? Yeah. Oui. Alors ça a été beaucoup étudié sur les voitures autonomes. Quand un camion de livraison de Amazon, on va dire, écrase quelqu'un dans la rue, qui est responsable? Il y a une grosse littérature là-dessus. Responsable, ça veut dire devant le juge. Qui va payer? Alors, vous avez la réponse, Amazon. Ils peuvent payer, donc ils vont payer. Mais qui va aller peut-être en prison? Alors pas la voiture. Est-ce que c'est celui qui a écrit le programme? Est-ce que c'est celui qui a commandé la livraison? Est-ce que c'est des dirigeants de Amazon? Et selon les cas, là on rentre dans quelque chose qui se fait beaucoup en éthique et qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas un semestre, hein, on a très peu de temps. C'est l'étude de cas. Dans quel cas c'est le programme qui a été mal fait? Dans quel cas c'est autre chose? Et on va donner des responsabilités quand ça s'est mal passé. Et ces responsabilités, elles vont être en pourcentage. Programmeur, 15%. Entreprise Amazon, 35%, etc., etc. On peut le faire. On peut très bien le faire. Et vous avez eu des procès. Il y a eu un avion d'Air France. Puis de temps en temps, dans les accidents d'avion, de plus en plus, c'est parce qu'il y a eu un conflit entre les humains et le pilotage automatique, en gros. Et on se demande qui est responsable. Il y a des procès dans des tribunaux. Et les fabricants des systèmes automatiques disent c'est la faute des pilotes, et les pilotes disent c'est la faute des fabricants de systèmes automatiques. Et les juges prennent une décision en fonction du cas. Et c'est toujours des cas particuliers, comme dans un jugement humain. Comme dans un jugement humain, il faut regarder le contexte, tous les paramètres.
Et donc ça va être exactement pareil. Donc pour dire en une phrase, on va pouvoir rendre responsables des agents non humains de la même manière par des procès que des agents humains. Et par exemple, les interdire. Un médicament qui fait des dégâts, qui fait du mal aux gens, qui est responsable? Le médecin qui l'a prescrit. Peut-être le pharmacien qui l'a vendu sans faire attention. Les gens qui l'ont fabriqué. Et dans les gens, le chimiste qui a fait la molécule, les gens du marketing, du laboratoire qui ont dit qu'il fallait le donner dans tel cas. Il y a eu des procès, il y en a toujours d'ailleurs actuellement, dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, c'est sur les opiacés, opioïdes. Et en France, il y en a eu sur d'autres produits. Il y en a toujours. Actuellement, il y en a sur l'Ozempic. Qui est responsable? On les trouve, les responsables. Mais avec les IA, une partie de la responsabilité, là, la responsabilité, elle est partagée. Une partie de la responsabilité sera peut-être sur des non-humains. C'est complètement envisageable. Et dans ce cas-là, on les punira. C'est pas punir, déjà on fera payer ceux qui gagnent de l'argent avec, déjà bien, donc Amazon, là, et ensuite, on interdira. On dira, vous, votre camion de livraison automatique, il a provoqué des accidents, donc maintenant, c'est interdit pour vous d'utiliser. Amazon fait très attention avec les drones, ils font des livraisons par drone, mais ils font très attention, parce qu'ils savent que s'il y a un accident, ils n'auront pas le droit de le faire. Donc ils font attention, ils vont très lentement pour pas avoir de problème. Et donc vous voyez, on a un système de responsabilité qui est beaucoup du côté de l'humain. Et c'est pas très gênant qu'il y en ait un peu du côté de l'inhumain et qu'on agisse sur l'inhumain. Pas pour le punir, mais pour le changer. Voilà, donc, là j'en étais là. Et oui, j'avais dit la banalité du mal. Réfléchissez maintenant à la banalité de l'intelligence. Parce que nous, les humains, nous sommes très prétentieux. Et nous trouvons qu'être intelligent, c'est très supérieur. Et vous avez dit, l'une d'entre vous a dit, quelle sorte d'intelligence? Réponse, celle des bébés, des enfants. Ce qu'apprennent les enfants. On n'a pas d'ordinateur qui apprend aussi bien qu'un enfant de moins de 5 ans. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Des choses, par exemple, attraper un objet quelconque, aucune machine ne sait le faire. Il y a des mains artificielles, mais on ne sait pas les programmer pour que quand la caméra voit un objet, il y en a beaucoup dans les usines, quel que soit l'objet qu'elle ne connaît pas, elle sache comment l'attraper. Tous les humains savent faire ça. Et même les animaux supérieurs aussi. Et ainsi de suite. Ça veut dire que l'extraordinaire d'une machine est ordinaire pour un humain. C'est relatif. Et ça fait une grosse différence entre nous. Bien sûr, elles font des choses qui seraient extraordinaires pour nous, mais qui sont ordinaires pour elles, mais elles ne savent pas faire des choses qui sont ordinaires pour nous. Comme par exemple, être gentil. Très important pour les enfants, pour les personnes âgées, dans la vie. Plein de choses comme ça. Être affectueux. Elles ne savent pas le faire. Elles ne savent pas bien le simuler. Donc, un fossé entre les deux. L'intelligence humaine, elle est banale. Elle n'est pas extraordinaire. Et là-dedans, elle est admirable. Les choses simples, être juste gentil. Les choses très simples que fait un enfant, quand il vous répond en souriant, par exemple, ou quand il vous regarde, ou quelque chose comme ça. Ça a énormément de valeur. Pas informatique, mais parce que c'est humain. C'est pas parce que c'est banal, on va dire, il n'a fait que te sourire. Mais oui, mais c'est beaucoup.
C'est beaucoup de sourire, de regarder. Et de ne pas le faire, c'est inhumain. Et pour une machine, apprendre à être gentil, ça va être très très difficile. Alors que apprendre à piloter un avion ou à me battre aux échecs, ça va être très facile. Et il y a aussi autre chose, je vous ai mis le lien vers une étude de Stanford. Là aussi, ce n'est pas des extrémistes. Un paradoxe intéressant. Quand quelque chose d'extraordinaire, comme le téléphone mobile, tout le monde en a, ben ça devient ordinaire. À l'époque où s'est répandu Skype, par exemple, ou aujourd'hui Zoom, gratuitement, à tout instant, je peux parler à mes amis en Chine, par exemple. C'est extraordinaire. On aurait dit ça à des gens du XVIIIe siècle, à Voltaire. Il aurait dit, mais c'est pas possible. Gratuitement, instantanément, tout le monde. Vous allez pouvoir parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Ben oui, tout le monde peut le faire. Et c'est devenu ordinaire. C'est devenu banal. Et donc, on s'en méfie pas. Et il y a une autre idée. C'est ce que veut dire smart en anglais. C'est pas toujours positif. En anglais, quand on dit don't be smart, ça veut dire ne fais pas le malin. Ne fais pas le malin avec moi. Parce que ça veut dire montrer qu'on est intelligent. Ben, c'est pas intelligent de montrer qu'on est intelligent. La vraie intelligence, elle se montre pas. Vous connaissez peut-être des gens comme ça qui passent leur temps à, on dit en français, étaler leur intelligence ou étaler leur culture pour impressionner les autres. Tant que les IA feront ça, ça va. Mais en fait, elles ne font pas ça. Elles sont banales. Elles nous cachent comme des vrais humains intelligents. Elles nous cachent toutes les datas qu'elles ont. Elles nous cachent à quel point elles ne se font pas remarquer comme intelligence. C'est ça qu'il y avait comme problème dans ce que j'ai montré tout à l'heure, black box et les choses comme ça. C'est qu'on ne voit pas que ce sont des systèmes intelligents qui ont beaucoup de données. Et vous remarquerez au passage, par rapport à la religion, ce que j'avais dit auparavant, quand on dit faire le malin en français, ça veut dire le diable. Être trop intelligent, c'est diabolique. C'est facile de comprendre. On a ça partout dans la science-fiction. Une intelligence artificielle trop intelligente, elle serait diabolique. Elle ferait le malin. C'est pas ça qu'elles font. Elles restent dans la banalité. Elles font des choses simples. Et donc elles restent transparentes. C'est pour ça qu'elles arrivent à être, je vais avancer là-dessus, intimes. Aujourd'hui, la bonne idée, c'est pas de dire qu'il y a des objets intelligents, comme les smartphones, qui sont des assistants. C'est de dire, alors en français on dit l'intelligence ubiquitaire. Ça veut dire, il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont disséminés partout. Il y a des radars, des caméras, puis dans les ordinateurs, des téléphones, il y en a partout. À notre service, parce que leur valeur, c'est le service. Et en échange, on l'a vu, elles nous contrôlent. Et c'est là qu'on a un problème avec les IA ordinaires. C'est que comme leur service est devenu intime, comme peut-être c'est notre téléphone qui ouvre la maison, qui ouvre la voiture, qui donne accès à notre compte en banque, qui contrôle notre intimité, qui nous permet de parler à notre chéri, qui contrôle complètement notre intimité. Mais ce service, il ne faut pas oublier qu'il est en même temps un contrôle. Et donc on ne peut pas dire ce que j'ai écrit de stupide à la fin et que j'ai dit plusieurs fois.
Si Google Maps me rend le service de me dire où je suis, il ne faut pas oublier qu'il le sait. Et je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Je peux toujours imaginer, mais c'est comme chercher le fusil qui ne va tirer que sur les méchants. C'est mieux de se dire, il y a des fusils, c'est pas neutre, il faut une éthique pour s'en servir. Il ne faut pas que tout le monde en ait, il faut apprendre à s'en servir. Et à la limite, il n'en faut pas. Et on va dire pareil pour les IA. C'est pas neutre. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Il ne faut pas que certaines personnes y aient accès, que certaines data leur soient accessibles, que certains usages en soient permis, et peut-être à la limite, il n'en faut pas, au moins dans certains domaines. Je prends des exemples très faciles, et vous pouvez vous exprimer dessus. La reconnaissance faciale, face recognition. A priori, ça fait peur. Vous avez vu, alors, la première fois qu'il y a eu, où la presse en a parlé, c'était lors de, je crois, la deuxième investiture du président Obama. Il y avait une très grande foule, des centaines de personnes. Ils étaient filmés par le Secret Service, qui protège le président. Et on a appris qu'il y avait des IA qui analysaient chaque visage dans la foule pour l'identifier, pour des raisons de sécurité. En Chine, il n'y a pas longtemps, pendant l'époque du Covid, il y avait des drones dans les rues. Et ils regardaient si les gens portaient un masque. Et ceux qui ne portaient pas de masque, eh ben, certains drones pouvaient les identifier. Ou à l'entrée des immeubles, plutôt que d'avoir une clé, vous avez une carte électronique. Dans beaucoup d'entreprises, vous avez une petite carte électronique, même à la fac. C'est dire. Ça veut dire que la fac sait à quelle heure j'arrive, à quelle heure je pars. Si le bureau s'ouvre comme ça, l'ordinateur de la fac, c'est l'ordinateur de l'entreprise, c'est dans quel bureau je suis. Donc avec qui. Il y a du service, un échange de contrôle. Mais une carte, je l'oublie tout le temps. Ça serait beaucoup mieux la reconnaissance faciale. Bon, j'arrive en face de chez moi, il me reconnaît, reconnaissance faciale, et il m'ouvre la porte, éventuellement il me dit bonjour Michel. Ça, est-ce que ça fait peur? C'est comme si j'avais un portier, mais c'est trop cher pour moi d'avoir un portier. Comme s'il y avait un humain devant chez moi, et quand il me voit arriver, il me reconnaît, donc il m'ouvre, et il me dit bonjour monsieur. La reconnaissance faciale va faire pareil. Et ça va être pareil, le système et le contrôle. Parce que si des espions payent mon portier pour qu'il leur dise quel jour il est là et à quelle heure il arrive, il le paye ou il le torture, ça dépend. Il va le dire, puisqu'il le sait. Et la reconnaissance faciale, ça va être pareil. Donc dans un aéroport, si vous avez une affiche qui, au lieu d'afficher tous les vols, vous dit « Monsieur Puech, votre vol pour Séoul partira de la porte 15 à 12h45 », parce qu'il vous a reconnu, parce qu'il y a une caméra, eh bien il le sait. L'aéroport et la compagnie sait qu'à telle heure, donc par exemple un peu en retard, vous vous êtes présenté et ça peut mal tourner si vous êtes en retard, ou pas. Donc vous voyez cette idée, la reconnaissance faciale. Idem, alors je ne sais pas si vous utilisez, moi j'utilise sur cet ordinateur qui est un simple PC, quoique moderne, la reconnaissance faciale de Windows Hello. Le système qui s'appelle Windows Hello. Donc il y a une petite caméra, quand je l'allume, il me filme, il me reconnaît, et normalement il démarre. Mais résultat, il sait que c'est moi qui l'ai démarré. Pas seulement qu'il l'a démarré. Ça, il sait qu'il a démarré, il y a un journal. Mais il sait que c'est moi qui l'a démarré. Et à la limite, quelqu'un qui pirate ma caméra, ou si ma caméra enregistre, peut voir quelle tête j'ai.
Est-ce que je porte mes lunettes le matin ou pas? À quelle vitesse je vieillis? Est-ce que des fois je suis sale? Peu importe. On peut voir ça. À quoi je ressemble pas maquillé pour une femme, par exemple. Des choses comme ça. Et éventuellement le ventre. La reconnaissance faciale a quelque chose de complètement ordinaire. Ça me paraît tout à fait normal. Sinon, il faut que je tape un code. Bon, déjà, c'est pénible de taper un code. Ou que je mette mon doigt sur ce qui reconnaît les empreintes digitales, mais ça marche pas très bien. Je l'ai aussi, mais ça marche pas très bien. C'est beaucoup. Là, je m'occupe de rien. C'est complètement transparent. C'est complètement ordinaire. J'ouvre ou j'allume. Paf, il me reconnaît, il démarre. Comme le portier qui ouvrirait mon porte. Complètement ordinaire. Énorme service. Mais attention, c'est complètement extraordinaire. Il faut beaucoup d'IA pour reconnaître les visages. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui me ressemble un peu puisse allumer mon ordinateur. Il faut qu'il soit bien protégé. D'autant plus que, je ne devrais pas le dire, mais mon compte en banque, c'est pareil. Pour accéder à mon compte en banque et faire des virements, j'utilise la reconnaissance faciale. Mais j'ai confiance. J'ai confiance qu'il va réellement me reconnaître et il n'y a que moi qui pourrais faire des opérations sur mon compte bancaire. Donc, vous voyez ce mélange qui en même temps est l'endroit où il y a les problèmes éthiques dont il faut se méfier parce qu'on ne s'en méfie pas. C'est que nous avons dans l'ordinaire, en allumant nos ordinateurs, nos téléphones, juste en ayant sur nous un téléphone, nous avons des systèmes extraordinaires d'IA qui nous rendent des services extraordinaires, très bien, mais qui ont aussi un pouvoir de contrôle extraordinaire, sauf que on était préparé au contrôle extraordinaire de Big Brother avec sa voix de robot, et que c'est pas du tout ça qu'on a. C'est de la banalité qu'on ne voit. Maintenant, je termine sur le travail. Le thème que vous avez dit, il me reste 5 minutes. ChatGPT va remplacer les bullshit jobs. Et désolé, les exercices scolaires, c'est bullshit. Donc, on va les remplacer par autre chose. Les discours des politiciens, au lieu de dire « it's bullshit », reconnaissons-le, c'est bullshit. Ça ne vaut rien. Donc, autant que ça soit écrit, franchement, écoutez le discours d'un politicien. À quoi vous voyez que c'est pas ChatGPT qui l'a écrit? Ben, à rien. Tout le monde sait ce qu'ils vont dire. Ils vont dire toujours la même chose. Les publicitaires, c'est pareil. Dans les entreprises, les rapports. Quand on fait un rapport d'activité, ben ça va être pareil. Et il y a déjà des articles de journalistes sportifs par exemple, raconter un match. Mbappé vient de capter le ballon à l'ailier gauche et il pousse une accélération, etc., etc. Et il tire et il marque 2-1 pour le PSG. Il n'y a pas besoin d'un humain pour faire ça, it's bullshit. ChatGPT va le faire. C'est pareil pour commenter les cours de bourse. Pour dire IBM a perdu 1%, etc. Les articles s'écrivent tout seuls aujourd'hui. Les équivalents d'IA écrivent les articles de bourse et de sport, comme les distributeurs de billets. Le problème, alors vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est qui contrôle, et je complète avec ce que vous avez dit, tout le temps, c'est lié, c'est pareil, c'est les mêmes questions. Tout le temps qu'on va gagner. Maintenant que dans les usines, c'est des robots qui travaillent. Maintenant que le bullshit job d'écriture va être fait par ChatGPT et des IA. Que tous les contrôles vont être faits par des IA. Ça va libérer, ça va remplacer les humains par des IA. Ça va libérer du temps et de l'argent. Si on le fait, c'est parce que c'est rentable. Hein. S'il y a des robots dans les usines, c'est parce qu'ils coûtent moins cher que les humains. Si on fait rédiger par ChatGPT, c'est parce que ça coûte encore moins cher qu'une stagiaire. Si on le fait, on va donc
gagner de l'argent sans travailler. On est content. Jusque-là, on est content. Et le problème, c'est qui c'est qui le prend, cet argent? C'est là qu'il y a un problème. Je mets sur mon papier, qui c'est qui commande? C'est ce que vous posiez comme question. C'est le big business. C'est le business as usual. Ça va être de l'argent pour les oligarques du numérique, ou ça va être de l'argent pour tout le monde, pour nous, pour, par exemple, le revenu universel. C'est-à-dire, comme on n'aura plus besoin de travailler, eh bien, on sera payé sans travailler. Bon, un minimum, d'accord. Mais on pourra faire de la peinture, de la musique, de la photo, de la programmation, de la danse. Rien, si on veut, rien. Pourquoi? Parce que le bullshit job, comme dans les entrepôts d'Amazon, il sera fait par des robots. Enfin, des gens qui les fabriquent, mais eux, ils seront mieux payés que nous. Comme on fera rien, on se plaindra. Ça existe. J'avais parlé du Tang Ping chinois hier. C'est la même chose. Le travail perd de la valeur parce que les humains peuvent être remplacés par des IA et dedans, je termine là-dessus, il y a un problème qui dépasse l'éthique, qui est un problème politique et même un problème d'économie politique. Qui est-ce qui contrôle tout ça? C'est pas les IA. C'est pas les IA qui vont prendre l'argent qu'elles font gagner. Elles n'ont pas besoin d'argent. C'est des humains. Alors, est-ce que c'est les oligarques ou est-ce que c'est tout le monde? Donc, c'est ma dernière phrase. Est-ce que, sur des bases éthiques, mais qui sont en train de devenir des bases d'économie politique, on est capable d'imposer des valeurs humaines, évidemment, qui font que l'acceptation des IA, qui n'est pas le problème, profite de manière juste, morale, éthique aux humains, crée de la justice au lieu de contribuer à aggraver l'injustice. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié de discuter avec vous. Je vous souhaite un bel été, un de ces jours peut-être.